Masechet Baba Kama, résumé du Daf Nuntet. La Gemara avait ramené une braïta en ce qui concerne les systèmes de calcul quand quelqu'un a envoyé ses bêtes, enfin quand les animaux de quelqu'un ont mangé, ont endommagé, en mangeant les fruits de son ami, et les fruits sont encore trop petits. Comment on va calculer maintenant? C'est des fruits qui n'ont strictement aucune valeur aujourd'hui, et qui étaient censés destiner à pousser et avoir une certaine valeur, une valeur importante. Donc comment on va les calculer? Et on a vu ici que selon Rabbi Yossi Aglili, on les calcule selon le futur. Comme si c'était déjà une bonne récolte toute prête. Et la Gemara nous dit qu'il y a encore un Tana qui pense comme Rabbi Yossi Aglili, qui est justement Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, la Torah a dit de payer du meilleur de son champ, du meilleur du champ du Nizak. Qu'est-ce que ça veut dire du meilleur du Nizak? Est-ce que ça veut dire que si on ne sait pas s'il a mangé des bons fruits ou des mauvais fruits, il payera du meilleur? C'est pas possible. Amoti mechavero ala varaya. Celui qui veut prendre l'argent de son ami, à lui de prouver. Il faut donc expliquer autrement et dire, il payera du meilleur, ça veut dire, il payera comme si le fruit était déjà meilleur, comme si le fruit était déjà bien fait. Donc tu vois que Rabbi Ishmael, il pense aussi comme Rabbi Yossi Aglili. D'autres Tanaïm dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, et Rabbi Yoshua, les deux, selon la conclusion d'Agmara, pensent que les fruits, en réalité, ça marche comme ça. Quand il en est encore à l'étape d'avant les fleurs, les raisins n'ont pas encore fleuri, alors on va calculer combien valait le champ avec et sans. Cette petite différence-là, c'est ce qu'il devra payer. Mais si le fruit est déjà sorti après les fleurs, là, même s'il est encore tout petit, et de même si il a déjà poussé mais il n'est pas encore assez mûr, ici on va payer selon le futur, comme si c'était un bon fruit. Et la Gemara dit cependant il y aura une marloquette entre ces Tanaïm-là, en ce qui concerne en ce qui concerne la question, à savoir, est-ce qu'il faut soustraire le fait que le Nizak, en réalité, il a quelque part un peu économisé. Ici, du fait que les bêtes de son ami ont mangé ses fruits et l'ont endommagé, quelque part, sa vigne ne s'est pas raffaiblie comme si ce serait passé si vraiment ses fruits avaient mûri et que la vigne aurait donné de sa force aux fruits pour qu'ils grandissent et qu'ils poussent correctement. Donc maintenant, il a économisé un peu quelque chose. Est-ce qu'on va calculer ça? On ne va pas calculer ça. Et ça, la Gemara dit, ce sera justement la maroquette entre eux, s'il faut soustraire et déduire ce calcul-là, oui ou non. La Gemara ramène encore quelques autres cas qui ressemblent à ce principe. On voit des Tanaïm qui disent, c'est vrai qu'il a endommagé, mais regarde qu'est-ce qui se serait passé de toute façon en futur. Quelque part, il aurait perdu, le Nizak aurait perdu ceci ou cela, et donc il faudrait les calculer ces pertes-là dès le début, comme dans un cas de viol, pour une vierge qui de toute façon allait se marier et aurait eu cette douleur-là de vierge qui a des premiers rapports. Est-ce que donc le violeur devra payer cette douleur, oui ou non? Ou bien on va dire non, de toute façon elle allait se marier un jour ou l'autre. De même, un homme qui a frappé qui a donné un coup à une femme enceinte, elle a perdu ses bébés, il faudra les payer. Est-ce qu'on va ici calculer le prix de la sage-femme qu'il a économisé, le prix des nourritures qu'il faut ajouter à une femme enceinte, ou bien on ne tient pas compte de ça? Donc il y a quelques Tanaïm qui tiennent compte de toutes ces choses-là. La Gemara a conclu en ce qui concerne le palmier, parce que la Gemara avait raconté dans le livre précédent, un homme avait coupé un palmier de son ami, et il y avait une discussion entre Resh Galuta et Rav Nachman, comment calculer. Et donc la Gemara a conclu ici et dit, la lacha, ça dépend en fait de quel palmier il s'agit. Si c'est un palmier araméen qui ne vaut pas trop, alors on va le calculer dans un contexte, dans le champ avec, le champ sans. Si c'est un palmier perse qui vaut plus, qui vaut cher, là il faudra payer le palmier tel quel. De là la Gemara en arrive à une histoire. L'histoire de Eliezer Zeira qui portait des chaussures noires. Il avait des chaussures noires, il avait des chaussures noires à ses pieds, et les gens de Resh Galuta n'étaient pas contents parce que c'était un signe d'orgueil, comme si, en fait, il avait questionné pourquoi il a des chaussures noires, il leur a dit c'est en signe de deuil pour le Yerushalayim.
Ils lui ont dit, est-ce que tu es au niveau d'être en deuil sur Yerushalayim à tel point de mettre des chaussures noires, parce que c'était pas l'habitude à l'époque. Il leur a dit, et donc ils pensaient que c'était d'orgueil, ils l'ont mis en prison. Lui leur a répondu, je suis un Talmid Chacham, donc j'ai le droit, je suis lui à la hauteur. Ils lui ont dit, et donc on va savoir que tu es un Talmid Chacham. Alors il leur a dit, écoutez, posez-moi une question, je vous pose une question. Finalement, c'est lui qui leur a posé une question de halakha. Celui qui a mangé des dattes, qui viennent à peine de sortir, et combien il doit payer? Alors il commence à lui dire, il paye des dattes qui viennent à peine de sortir. Et ça vaut rien, ça vaut rien. Il leur a demandé, mais et ces dattes, elles est poussée un jour, elle est devenir des bonnes dattes. Ils lui ont dit, bon d'accord, alors il paye des bonnes dattes. Il leur a dit, mais aujourd'hui, c'est pas des bonnes dattes qu'il a mangées. Ils lui ont dit, bon alors dis-nous toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il leur a dit, il faut payer dans le champ la différence entre le champ avec ces petites dattes et sans ces petites dattes, parce que l'acheteur, il en tient compte et il est prêt à ajouter un petit peu pour ça. Et ils lui ont dit, mais donc on va savoir si tu as raison. Il leur a dit, allez poser la sheila. Ils ont demandé à envoyer la sheila à Shmuel, qui a dit, oui, il a raison. Et donc, ils l'ont libéré. On a vu encore dans la Mishnah Sono Rabbi Shimon, si ces bêtes ont mangé des fruits qui sont déjà prêts, ici, on ne va pas les calculer dans le champ avec, le champ sans. Il faudra payer les fruits tels quels. Et la Gemara apprend ça du Pasouk, que quand est-ce qu'on va calculer sur le champ, c'est que s'ils ont encore besoin du champ. Mais dès qu'ils n'en ont plus besoin, alors on les paye tels quels. La Gemara dit encore, Rav a tranché la halakha comme Rabbi Meir en ce qui concerne une femme qui a signé sur la vente d'un champ qui était hypothéqué à sa Ktuva, et que son mari l'avait vendu à un premier acheteur où là-bas la femme n'a pas voulu signer, à un deuxième elle a signé. Selon Rabbi Meir, elle a perdu sa Ktuva et c'est comme ça que Rav a tranché la halakha. Et Rav aussi a tranché la halakha comme Rabbi Shimon qui a dit dans notre Mishnah que si elle a mangé des fruits tout prêts, alors, même s'ils sont encore attachés à la terre, il faudra payer le prix de ces fruits-là, tels qu'ils sont vendus au marché. Mishnah suivante. Un homme qui fait un tas de fruits chez son ami, dans le champ de son ami, sans permission. Et voici que la vache de son ami les a mangés, il est patour. Si elle a été endommagée à cause de ces fruits-là, le propriétaire des fruits devra payer. Si maintenant il est rentré avec permission, il a mis ses fruits avec permission, alors dorénavant le propriétaire du champ sera responsable et devra payer si sa vache les a mangés. La Gemara dit que même Rabbi qui avait dit, dans les brakim précédents, Rabbi avait dit que quelqu'un qui permet à son ami de rentrer ses fruits, ça ne veut pas dire j'en suis responsable. Tant qu'il ne s'est pas engagé, il n'en est pas responsable. Notre Mishnah pourra s'arranger avec lui. On pourra dire qu'il s'agit d'un cas où il était le gardien de la récolte des champs du coin, et chacun vient, il met son tas de récolte, son tas de blé, et donc quand quelqu'un lui demande est-ce que je peux mettre les miens aussi, il lui a dit oui, mets-les, tu peux les mettre, ça veut dire j'en suis responsable, puisqu'il était le gardien de manière générale, donc ça veut dire je vais les garder aussi, c'est pour ça qu'il sera chayav, même selon Rabbi. Mishnah suivante, celui qui envoie un feu avec un enfant, avec un cheresh shotev katan, bref, quelqu'un qui n'a pas de conscience, eh bien, cet homme-là qui a envoyé, qui lui a donné le feu, il est patour au Beddin, mais il devrait quand même payer. Beddin Shamaim, il doit payer. Si maintenant il a envoyé un feu avec quelqu'un qui est conscient, alors c'est l'autre, c'est le deuxième qui est chayab. Si maintenant il y a deux personnes qui sont associées sur le feu, il y en a un qui a mis le feu et l'autre qui a mis les bois. Ou bien un qui a mis les bois et l'autre qui a mis le feu. Ou bien un qui a mis le feu, l'autre qui a mis le bois, et un troisième qui a soufflé dessus. Toujours le dernier, il est chayav. Si par contre c'est le vent qui a soufflé sur le feu et qui a transporté le feu, ils sont tous patours. Et la Gemara précise, la Gemara ramène une machlokat entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. S'il a donné une braise à un enfant, là, il est patour Bedine Adam. Mais s'il a donné une flamme, d'après Resh Lakish, il est chayav. D'après Rabbi Yochanan, il n'est chayav que s'il a donné aussi de quoi alimenter le feu, il a donné toutes les petites brindilles, toutes les petites épines, de manière à ce que le feu puisse vraiment prendre bien, c'est que là où il sera chayav. La Gemara ensuite dit que dans notre Mishnah, on a appelé ça, il a soufflé sur le feu, on appelle ça liba. Liba avec la med, une autre version avec nun, et la Gemara dit que les deux versions sont correctes, et les deux ont le même sens, qu'il a soufflé sur le feu, et que dans ce cas-là, comme on a dit, c'est le dernier qui est chayav.